la deuxième partie, nous avons donc le plaisir d'accueillir Antoine Roger, ancien joueur de rugby professionnel, figure de Soyaux Angoulême qui a pris sa retraite sportive à l'issue de la saison dernière. Antoine Roger a désormais rejoint un poste dans l'organigramme administratif du club. Tout au long de sa carrière, le mental a été un élément déterminant. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Bonjour Dorian. Alors Antoine, le mental, il a été essentiel dans votre vie de sportif. Est-ce qu'il l'est toujours encore aujourd'hui avec votre poste de dirigeant au sein du SA15 ? Oui, et j'ai envie de dire encore plus maintenant, du fait de la situation et le contexte actuel, qui est très difficile pour nous, pour l'ensemble du club. Voilà, c'est vrai que du mental, il en faut un peu, j'ai envie de dire, malheureusement pour nous. Mais bon, c'est assez formateur comme première expérience après ma carrière de rugby professionnel. Donc voilà, donc oui, je confirme. Et là, il n'y a plus de moments off en plus avec ces nouvelles missions, que ce soit le week-end, le soir, tôt le matin. Autant en joueur, vous arriviez peut-être des fois à vous mettre dans votre bulle. Autant là, aujourd'hui, c'est plus possible. Ce sont des métiers qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Ouais, c'est vrai que je le savais, je m'y attendais un peu, je m'étais préparé, mais je le confirme en tout cas pour ceux qui le doutaient, d'être rugbyman professionnel, d'être sportif professionnel, on a quand même une chance et un privilège de pouvoir vivre notre passion avec très peu de contraintes. Donc c'est vrai que de basculer comme ça sur un métier avec des horaires assez difficiles puisque c'est tôt le matin, tard le soir, et c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'horaires prédéfinis. Les coups de fil du président le week-end, ça arrive qu'une fois par mois. Donc oui, non, c'est vrai que ça a été un peu rude les débuts. Maintenant, c'est vrai qu'on s'y fait, mais bon, ça a été amplifié par la situation, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, non, honnêtement, le changement a été radical, ouais. Et vous le savez, la thématique, c'est la préparation mentale. Antoine, vous avez eu une fin de carrière, on va pas dire en queue de poisson, mais presque, parce que finalement, vous avez été privé d'adieu à Chanzy avec cette crise du coronavirus, un arrêt du championnat qui n'était pas forcément prévu. Justement, mentalement, ça a été compliqué à encaisser cette fin sans adieu finalement. Ouais, honnêtement, ça a été un peu difficile parce que j'avais anticipé, je m'étais dit c'est ma dernière. J'avais un peu, je m'étais projeté, j'avais tout prévu, tout calculé en me disant bon, ça sera difficile, mais je vais pouvoir avoir ces moments un peu privilégiés des derniers entraînements, du dernier match, de la dernière sensation dans le vestiaire, avant d'entrer sur le terrain, voilà, me dire les adieux. Je savais qu'il y avait nombreuses personnes qui souhaitaient venir au match. Donc je m'étais dit bon, si jamais ça doit pas se passer, c'est que malheureusement c'est une blessure. J'avais pas trop anticipé cette arrivée de cette crise sanitaire, et malheureusement j'avais pour espoir quand même de me dire bah non, mais si ça va reprendre. On nous faisait croire que ça allait reprendre. Vous savez que quand on a coupé, on nous a dit bah rentrez chez vous, il y en a pour 15 jours, on reviendra après, les matchs sont juste décalés, ça va le faire. Et puis moi, plus que les autres, j'avais envie d'y croire, quoi. Je me disais bah non, ça va reprendre. Et puis on était dans une bulle puisque chacun chez soi comme ça, confiné, ça fait cogiter encore plus qu'à la normale. Donc non, c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à l'accepter. Maintenant, il y a une chose, c'est que ça m'a fait vite relativiser parce qu'on voyait cette souffrance autour. Et puis comme je dis, on était privilégiés, donc j'étais pas là en train de me dire comment je vais faire pour nourrir ma famille, parce que c'était pas le cas. Il faut aussi avoir conscience de ça. Donc quand on pense à tout ce qui nous entoure, on se dit bon, allez, c'est ok, c'est dur pour le moral, mais il faut l'accepter et puis passer à autre chose. Oui, j'aurais aimé dire au revoir d'une autre manière, parce que c'est vrai que ça faisait 10 ans de carrière de joueur, j'ai évolué avec ce club, j'ai évolué avec ce public, j'avais voilà, et le fait de pas avoir dit en revoir directement, bah, c'est vrai que c'est peu dur. Mais maintenant, voilà, je suis toujours au contact de ces personnes puisque je travaille au sein du club, même si malheureusement maintenant on est à huis clos. Je sais que bah, c'est pas réellement un au revoir. Je continue cette aventure avec eux, et j'espère pour les années à venir. Allez, on va revenir justement sur les belles années de Antoine Roger sportif. Est-ce que vous aviez justement un préparateur mental durant votre carrière, soit individuel, soit collectif, ou vous n'aviez pas d'accompagnement spécifique sur ces caractéristiques-là ? Bah, c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est arrivé vraiment sur ces dernières années, parce que
que ça soit à Bordeaux-Bègles, l'UBB après, même jusqu'en espoir, on n'avait pas de proposition d'accompagnement de ce type. Que ça a été après Marseille où vraiment j'étais dans un milieu très professionnel avec une structure qui se voulait déjà plus qu'adapté pour un joueur, de jeunes joueurs et qui prétend avoir une carrière professionnelle. Et même à Angoulême, où alors certes on est parti de la Fédérale 2 jusqu'à la Pro D2, les propositions elles sont arrivées très, très tardivement, ça a été le cas sur les années de Pro D2, mais c'est vrai que moi, bon, j'avais alors cette prétention, je sais pas, mais en tout cas cette sensation d'être bien préparé mentalement. Personnellement, j'avais en tout cas bien étudié et je pense que c'était surtout une force personnellement cette force mentale. J'avais l'impression de l'avoir et donc j'ai toujours refusé de me faire accompagner. Maintenant j'avais des coéquipiers qui l'ont fait, même à Angoulême. Donc j'ai pu échanger et c'est vrai que pour moi, je pense que il y a une importance particulière parce que voilà, on est un sport où on est exposé et c'est vrai que pour moi, en tout cas, mon sentiment, c'est que le mental est prépondérant, en tout cas, dans une carrière professionnelle. Ouais. Vous pensez que ça vient de quoi, justement, votre mental? Ça vient de votre éducation, du soutien familial? Comment vous expliquez, justement, d'avoir été, entre guillemets, relativement laissé tranquille par un mental, pas finalement à toute épreuve, parce qu'il y a toujours une période de doute, mais vous n'avez pas forcément eu besoin d'accompagnement. Comment vous l'expliquez, justement, cette autogestion mentale? Ouais, bah, en fait, c'est plus un constat sur mon expérience personnelle. C'est vrai que, alors oui, j'ai des parents qui m'ont poussé toujours à travailler dur, à pouvoir se remettre en question. La remise en question, c'est, je pense, primordial. Non, j'ai un peu figé l'image. Je sais pas si tu m'entends. Alors moi, ouais, je vous vois très très bien. On est C'est très bon. bien. Bon, oui, donc oui, non, c'est vrai que la remise en question pour moi a été primordiale un peu, et c'est, je vais peut-être me répéter, mais pour moi c'est une des forces pour justement y arriver, un des critères qui permet d'arriver à ses fins. Mais oui, en tout cas, moi je sais que très jeune, j'ai fait l'erreur peut-être justement d'occulter un peu ce caractère et se dire bah tiens, bosser, oui, bon, ok, j'ai c'était qualité sportive, j'ai envie d'être professionnel, mais sans réellement me mettre des exigences personnelles. Et c'est vrai que d'avoir connu des échecs très tôt dans ma carrière, notamment à l'UBB, avant de revenir à Marseille, dès très jeune, dès 24 ans, je me suis dit, tiens, ok, j'ai connu un premier échec. Et ben, pour y arriver, je pense qu'il faut analyser cet échec et me dire quels sont les éléments qui font que je n'y suis pas arrivé et qui vont me permettre justement d'arriver à cette envie de devenir professionnel. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, ok, il y a le travail. Ça, c'est une certitude. J'ai jamais été réellement quelqu'un de doué, rugbyistiquement parlant. Voilà, comparé à d'autres personnes qui font ça. Je vais prendre un exemple, mais pour parlant justement pour les voisins, Mathieu Galde, qui est quelqu'un qui a un talent mystique, qui a ses qualités qui sont, voilà, sont très belles à voir, mais à côté de ça, c'est vrai que moi, j'avais peut-être pas ça, j'avais peut-être un retard par rapport à ces joueurs-là, mais à contrario, je me disais bon, ça va passer par le travail. Par l'envie d'y arriver, et c'est surtout mentalement de me dire bah je lâcherai jamais rien, quoi. C'est un peu bête, mais de dire bah non, je lâcherai pas, je vais y arriver. Mentalement, ça m'a permis de créer un déclic, ça m'a vraiment fait un déclic sur ma carrière, parce que quoi qu'il arrive, on est à l'époque qui je m'en bien, mais ils m'ont toujours dit bon, ben, cette année, bah, une petite dernière, on va te mettre de la confiance, tu joueras moins. Et en fait, à chaque fois, je partais avec cette étiquette de remplaçant, et le fait de me dire non, mais je vais leur prouver qu'ils se trompent, et ben, bam, je m'accrochais, j'avais cette faculté à supporter aussi la pression, parce que c'est important. J'occultais tout ça. Et arrivé sur le terrain, je me disais, il me disait, ouais, c'est ta seule chance et unique chance de nous prouver que tu mérites ta place, et je savais la saisir.
je me mettais pas de pression particulière. Je me disais, bah, il faut que je donne tout. J'occupe tout le reste, le stade, l'ambiance, le fait que je vais la moindre situation sur le terrain, la moindre passe, le moindre plaquage, ben ça peut m'être fatal pour la suite de ma carrière. Ben non, j'occultais tout ça et je me disais, bah, allez, faut montrer que tu peux y arriver, tu prouves à tes entraîneurs, tu prouves à tout le monde que tu as encore ta place sur le terrain. Et c'est comme ça, c'était tout le temps cette rengaine, tous les week-ends. Et dès le moindre échec où j'étais un peu en deçà, où je commençais à me laisser un peu aller, parce que j'étais un titulaire depuis 10 matchs et que peut-être à un moment donné j'ai été capitaine, s'il y avait un relâchement, je me disais tiens allez on rebascule parce que c'est important quoi. Et ça c'est ce côté mental qui pour moi joue énormément dans la carrière d'un joueur. J'avais essayé de le transmettre justement à ces jeunes en disant attention voilà le caractère mental c'est bien d'avoir des qualités mais pense pas que c'est acquis. Remets-toi en question, travaille en fonction aussi, mais voilà, cette remise en question, se dire ben non, il n'y a rien d'acquis, basculer, voilà. Et c'est hyper important. Hyper important. Et vous avez employé, Antoine, le mot de transmission. Justement, cette nouvelle génération qui arrive, est-ce que les caractéristiques, finalement, elles sont très différentes de ce que vous avez connu? Bref, oui, si, fatalement, honnêtement, on l'a vu. Hein, alors, on va pas dire qu'on s'est rapproché du football, mais l'argent, la notoriété, c'est des choses qui forcément ont fait basculer un peu les mentalités, notamment des jeunes joueurs. Quand c'est vrai que moi, je disais, j'avais envie d'être rugbyman professionnel. Moi, j'avais des parents qui m'ont poussé à faire des études. Donc, c'est vrai que j'ai fait des études de droit, puis voilà, j'ai des diplômes à côté. Et ça, je peux que remercier mes parents pour ça. Mais il y avait aussi c'est l'impression qu'on n'était pas non plus, c'était pas une obligation, enfin, d'être joueur professionnel, même si on était dans un centre de formation, c'était pas acquis, quoi. Et donc, j'ai l'impression que ces jeunes joueurs, quand ils arrivent, même s'ils ont, enfin, voilà, le fait d'avoir fait un centre de formation, des sélections nationales, ils ont l'impression qu'ils vont forcément devenir professionnels. Mais c'est pas le cas. Et moi, je leur dis, oui, il y a le travail, oui, il y a le mental, oui, il y a les facultés, la part de chance aussi. Et la chance, alors je sais que des fois on dit non, la chance c'est pas vrai, on se la procure, mais oui, parce qu'à un moment donné, il y a cette opportunité parce que tu as 3 joueurs blessés à ton poste et que ben, tu es jeune et qu'on te donne l'opportunité et que tu l'as saisi. Oui, bon, c'est une part de chance, mais tu l'as saisi. Donc c'est un peu à nuancer. Mais par contre, oui, derrière, pour eux, des fois, c'est acquis. Ils arrivent, ils se disent, bon, ben oui, je vais devenir professionnel. Non, parce que malheureusement, ben, notamment au rugby, la blessure, ça fait partie d'une carrière. Et c'est vrai que des fois, malheureusement, ben, quand tu te blesses à répétition, t'as beau être le futur prodige du rugby français, et j'en ai des exemples, tu passes à travers, et malheureusement, si t'as plus rien derrière, que t'as pas fait d'études, que tu t'es pas remis en question, ben, tu passes à côté. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller, que des fois, ils se posent les mauvaises questions. Donc cette transmission, j'ai essayé de l'avoir tout au long, notamment sur la Pro D2, quand on a eu ces jeunes qui sont arrivés, à leur dire attention, oui, ok, tu as été international, mais regarde, si déjà tu es en Pro D2, tu n'es pas en top 14, donc attention, déjà c'est déjà une première alerte. Et puis après, ben oui, le fait de faire de la PlayStation, le fait de faire des siestes, c'est bien, c'est sympa quand tu es jeune, mais à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Et je pense que c'est pas source de réussite quoi. Donc voilà, donc la transmission, j'ai essayé de l'avoir un maximum, j'essaie de l'avoir encore parce que je pense que ça fait partie aussi de mon boulot. Que ces jeunes soient épanouis aussi en dehors du rugby pour justement que ça fasse qu'ils mûrissent et qu'ils deviennent plus matures pour y arriver quoi, parce que je pense que c'est un tout, une carrière rugbyistique. Pour y arriver, voilà, il n'y a pas que le terrain. Je pense que c'est un environnement. Vous avez dit, il y a des blessures, c'est souvent ce qui peut déclencher une carrière ou l'arrêter même parfois malheureusement. Vous en avez eu des plus ou moins graves, mais certaines des belles quand même. Il faut là aussi faire preuve de caractère et être prêt mentalement parce que on se retrouve un petit peu de la lumière à l'ombre finalement, parce que des fois on galère un petit peu tout seul dans ces moments-là. Ouais. Alors j'ai pas, ça a un peu coupé, mais je pense avoir compris la question de rien. Mais oui, non, mais moi en plus, vraiment en plus sur ça, je peux prendre mon exemple. C'est vrai que justement par un manque d'exigence de ma part, j'en suis convaincu. Je me suis rompu 2 fois les croisés sur le même genou. Donc c'est vrai que là où pour beaucoup ça aurait pu être un arrêt total dans une carrière, puisqu'on revient, on se reblesse sur le même blessure.
sur des blessures qui durent un an de rééducation. La deuxième a été très difficile parce que j'ai beaucoup de mal à revenir. J'ai été abandonné, laissé un peu de côté justement par le bébé à ce moment-là, puisque forcément on ne croyait plus en moi. Et en fait, je pense que j'ai eu cette force de caractère de me dire non, non, écoute, t'as que 22 ans, tu vas pas lâcher, tu peux y arriver. Justement, c'est aussi dire, ben, le manque d'hygiène de vie que j'ai pu avoir, ben je vais montrer que ben, je vais changer un peu. Voilà, je me dis, ok, j'ai connu des blessures à cause de ça, et ben je vais changer enfin je vais faire attention. Ça veut pas dire plus de sortie, plus rien, mais c'était faire attention la semaine, penser à la récup, prendre soin de son corps. Bon voilà, c'est un tout. Et je me suis dit voilà, la blessure, je l'ai connue. Je vais m'en sortir, je vais réussir à travailler dur. Pendant un an, j'étais un peu seul dans une bulle. On se dit qu'on est mis de côté. On a l'impression, on comprend pas trop en plus parce que on se dit pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi c'est la deuxième fois aussi. En plus, c'est des blessures où c'est sur des simples appuis. Donc on se dit mais comment sur un appui, je peux perdre un an de ma vie à pas jouer sur un terrain de rugby. Donc c'est dur à encaisser, surtout quand on a 20 ans, que avant j'avais 17 ans, donc 17, 20 ans. Alors, mentalement, il faut se dire, allez, on va se relever de ça. Et c'est vrai qu'après, eh ben, typiquement, pendant 10 ans, mais j'ai connu que des petites blessures, des petites déchirures qui ont fait que c'était des absences de 3 semaines. J'ai enchaîné les matchs, j'ai dû louper en 10 ans à Chanzy, j'ai dû louper 6 ou 7 matchs. Donc voilà, c'est vrai que comme quoi, ben, il faut pas abandonner. C'est-à-dire que sur des blessures en 3 ans, ben, 10 ans après, ben, j'ai pas, voilà, les années d'après, j'ai été laissé tranquille, à part l'année dernière où voilà, mais bon, ça fait partie de notre carrière. Mais en tout cas, oui, mentalement, il faut être assez fort pour s'en relever quand on connaît des blessures à répétition ou des blessures qui sont plutôt longues, oui. On a parlé de l'UBB, il y a eu Marseille, on y reviendra juste après, mais la parenthèse angoumoisine finalement elle est belle et longue. 6 saisons, 121 matchs, arrivé, vous l'avez dit, vraiment avec le statut amateur, puisque ce projet de fusion était encore au début, vous n'étiez pas au monde professionnel, vous avez connu la montée justement en Pro D2 avec le SA15, et ce qu'il en ressortait de cette équipe du SA15, c'est tout le temps la force mentale collective, ce côté guerrier, on a envie d'aller à la guerre ensemble, c'est toujours ce qui est ressorti. Est-ce que justement cette force mentale collective, elle vous a aidé aussi mentalement, vous individuellement? Ouais, bien sûr. Alors en plus, c'est vrai que c'est 6 saisons donc de la Fédéral 1 à la Pro D2 parce qu'en plus j'avais connu 3 années de Fédéral 2 donc c'est vrai que ça fait un état de match encore plus important mais et qui était complètement différent parce que Fédéral 2 quand je suis arrivé on était vraiment amateur donc moi j'ai connu des gens en Fédéral 2 qui travaillaient la journée ou on s'entraînait le soir. J'arrivais de Marseille, ça m'a complètement changé. Ça aussi ça a été formateur aussi pour me dire ben voilà je connais ce niveau amateur mais alors je savais que ça passait maintenant de façon collective, puisque je me suis dit si j'y arrive, ça sera avec ce club, avec le SA15. Je savais que le président avait un projet hyper intéressant et hyper ambitieux. Donc je me suis dit si je redeviens professionnel, puisque je le quittais de Marseille et que j'arrivais à Angoulême, en Fédéral 2, ce niveau amateur, je sais que je l'aurais connu avec le club. Donc je me suis dit ben c'était un objectif, me dire on va y arriver tous ensemble. C'est vrai que cet esprit d'équipe et en fait j'ai fait partie justement de ces anciens. Puisque de Fédéral 2, on est arrivé, on a connu ce type de Fédéral 2 et c'est parti de là vraiment, ce groupe qui est important, puisque sur ce groupe-là, il y a au moins 15 joueurs de Fédéral 2, allez, 10 et 15 joueurs, j'ai plus le nombre exact, qui sont arrivés jusqu'à la Pro D2. Donc c'est quand même hyper impressionnant parce que de la Fédéral 2, il y a Fédéral 2, Fédéral 1, Pro D2. Donc d'avoir un groupe comme ça, un noyau dur qui connaît cette montée en puissance, je pense que c'est assez rare. Et notre force, ça a été justement l'esprit d'entraide d'équipe avec des valeurs de guerrier, d'amitié. Et c'est vrai que quand on rentrait sur un terrain, mais on lâchait jamais rien. Et ça nous a
quand on est sorti de ces matchs-là, on avait honte parce que ça nous correspondait pas, c'était pas nous, quoi. Et quand on était vraiment sur un terrain, c'était voilà. Il y a notre collègue à côté, ben, il a peut-être loupé un plaquage, mais je serais là pour le rattraper parce qu'on jugeait pas un joueur. Voilà, c'était pas lui, c'était vraiment le collectif. Collectif. Et nous, c'était ça qui faisait notre force parce qu'on n'avait pas des joueurs de renom, on n'avait pas des stars, et justement, c'était le collectif qui prenait. Et c'est là ça qui a fait notre force sur les premières années de Pro D2, c'est qu'on ne connaissait pas, on prenait sûrement de haut les autres équipes en tout cas. Et nous, quand on arrivait sur le terrain, on disait non, non, mais voilà, on était des chiens, quoi. On lâchait rien, on était motivés à prouver qu'on avait galéré, on avait connu ces années un peu de galère de la fédérale, mais qu'on avait envie voilà, maintenant qu'on avait cette part de gâteau, on voulait pas la lâcher, quoi. On avait envie de réussir tous ensemble. Et ça a été primordial. Et justement, on avait envie de transmettre, après toutes ces années, chaque année, dès qu'il y avait des nouveaux joueurs, et on a réussi à le faire perdurer, ces valeurs justement de valeurs importantes et qui étaient de dire, ben non, nous, notre force, notre première force, c'est on est des guerriers, on a connu la difficulté, maintenant qu'on connaît cette division, la Pro D2, ben, on n'a plus envie de redescendre et il va falloir que vous acclimatez à ces valeurs et pas l'inverse, quoi. Il n'y a pas de star, on est une équipe et avec des valeurs fortes et importantes, à vous de vous adapter. De rock et de feu, ce sont les valeurs justement du SA15. Le rock, c'est la solidité. On va ouvrir les dossiers. Qui a le mental qui vous a le plus épaté, ce guerrier encore plus que les autres? À Angoulême, alors, là, il y a un exemple qui, je sais pas pour me jeter des, je sais pas croire que c'est après, c'est moi qui en retire tous les lauriers, mais j'ai envie de prendre l'exemple de Kevin Le Guen parce que je pense que ce sera peut-être un exemple le plus parlant pour ceux qui suivent un peu le rugby puisque maintenant il est au Racing en top 14. Kevin, c'est un joueur qui justement a connu une carrière en Nancy, qui était à La Rochelle, qui était promis à une carrière professionnelle sur 10 ans. Il a connu le haut niveau très tôt. Et mentalement, justement, il n'a pas eu cette faculté de passer le cap, puisque je le connaissais de Bordeaux avant aussi. Donc, il a eu une sorte d'échec mental sur les premiers échecs, le fait de pas jouer et tout, il a demandé à partir, il s'est retrouvé à Auch en Pro D2, qu'il n'a pas su rebondir non plus, donc il s'est retrouvé à Périgueux. Bon, ça a été vraiment la descente, vraiment infernale pour lui. Et il a rebondi à Angoulême. Et arrivé à Angoulême, je l'ai côtoyé, ça a été mon voisin. Et même à Angoulême, c'était pas le titulaire. Et la première réflexion quand il est arrivé, il m'a dit ouais, moi de toute façon à la fin d'année j'arrête le rugby, je vais signer en fédéral, je vais travailler à côté. Voilà, j'en ai marre et tout. Et moi, je sentais qu'il avait ses qualités physiques, ses qualités sur un terrain qui pouvait faire de lui un joueur extraordinaire, en tout cas pour nous à Angoulême. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec lui, dire mais non, mais tu comprends pas, dis pas des choses comme ça, il faut remets-toi en question. Est-ce que tu fais, enfin, pour moi, il faisait des erreurs monumentales et en fait sur une année, il a eu un déclic sur la fin d'année de la fédérale 1, hein, il a eu un déclic où il est passé titulaire et c'était un autre joueur, quoi, parce que même sur le terrain, ça se ressentait. Il a pris confiance en lui et il savait que c'était un bon joueur de rugby. Et puis c'est surtout c'est devenu un capitaine, quoi, avec de l'aura, qui montrait le chemin, justement sur cet esprit de guerrier, qui mais c'était impressionnant. Et juste parce que mentalement, il a pris confiance en lui, il a su se remettre en question. Et bien aujourd'hui, il est passé d'un joueur de fédéral où il voulait abandonner le rugby à 5 ans plus tard jouer en top 14 au Racing. Enfin voilà, pour moi c'est l'exemple type de dire ben comme quoi le mental peut faire basculer une carrière, quoi. C'est hyper 2011-2012, Antoine, ce sont vos années à Marseille, justement, et vous avez le privilège, on peut dire ça comme ça, de côtoyer la légende John Alomou. Alors, sur le déclin en tant que sportif, mais qu'est-ce qui vous a justement apporté, s'il vous a apporté quelque chose? Comment il était mentalement? Parce que lui aussi, c'est quand même compliqué, c'était un grand champion, et puis il se retrouve un peu dans l'anonymat, il a plus les jambes de 20 ans. Est-ce qu'il y a eu une petite leçon humaine qui est apparue de cette rencontre avec le monstre néo-zélandais?
Ouais. Dorian? Ouais, je vous avais perdu. Oui, c'est Est-ce que bon. vous avez entendu la question? Oui, c'est bon, hein, c'est bon. Non, 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 si, une leçon humaine, oui, vraiment, parce que moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, en plus, c'était encore cette image en tête et c'est dingue parce que c'est vrai que ça, je me rappellerai toute ma vie. Mais quand je suis arrivé à Marseille, donc j'avais 22 ans ou 21 ans, je me rappelle plus, mais je suis arrivé et je suis arrivé il y avait déjà les entraînements qui avaient repris. J'étais descendu avec ma petite voiture là pour commencer la saison avec eux. Et la première image, c'est qu'ils étaient sur le terrain, il y avait une personne qui se faisait masser avec le kiné et qui a levé la tête, qui m'a salué. La première personne que j'ai salué, c'était lui. Et c'est vrai que typiquement, alors ces Iliens, hein, ils sont très discrets, très timides, mais lui c'était voilà, il dégageait quelque chose. Et moi j'ai eu cette chance aussi de qu'il m'ait pris un peu sous son aile parce que je jouais avec son beau-frère au centre. Donc il m'a pris sous son aile, j'avais la chance d'aller avec lui. Voilà pour moi c'était, enfin j'étais bon, alors, outre la personne, j'étais impressionné parce que bon, alors il dégageait cette force de vouloir s'accrocher à vouloir continuer le rugby professionnel, alors que des fois ça faisait un peu de la peine parce qu'on sentait qu'il était que c'était fini parce qu'il avait connu une greffe, que malheureusement il connaissait des déchirures à répétition. Donc ça faisait mal au cœur, mais en même temps il était là, il accompagnait, il nous lâchait pas, il avait envie aussi de transmettre mais voilà, de façon très individuelle, parce que c'était plutôt quelqu'un de discret par rapport au collectif. Mais moi, je sais qu'il m'a énormément apporté, quoi. Et c'est vrai que humainement, ça m'a apporté. Enfin voilà, j'ai des super souvenirs avec lui. Maintenant, après, ça me faisait beaucoup de peine parce que même quand il a quitté Marseille, il avait encore envie de continuer. Et je pense que malheureusement, c'est aussi ça qui a fait que physiquement, ça s'est dégradé parce que je pense que ça n'a pas aidé forcément de continuer enfin voilà, un sport à haute intensité pour une grève de rein. Je pense que c'était pas bénéfique, mais non, voilà, on va pas juger et je pense qu'il a voulu apporter à son sport et on peut lui être reconnaissant nous en tant que joueurs et puis même au grand public parce que c'est quelqu'un qui laissera une image et qui gravera enfin voilà, des images gravées à jamais. Hein, voilà. Donc non, j'ai beaucoup apprécié l'homme en tout cas. Ces joueurs des îles, comme vous les appelez, ils ont plein de rituels d'avant-match, d'après-match. Est-ce que vous, justement, vous aviez besoin de vous mettre dans votre bulle, d'écouter de la musique? Comment ça se passait, notamment les avant-matchs, pour justement vous préparer mentalement à aller au combat et à rentrer sur la pelouse? Ouais, non, bah alors j'ai envie de dire, c'est la grande majorité des joueurs ont, ont des rituels d'avant-match. Très peu, j'en connais certains, mais on va reciter Mathieu Hugal, mais c'est vrai qu'il y en a qui, bon, j'arrive, je me change, j'attends, je regarde un peu le portable, qui ont pas forcément besoin. Moi, à contrario, même si j'avais pas de pression particulière quand j'étais sur le terrain, j'avais quand même pas mal de rituels parce que je me suis dit justement que c'est ces rituels qui ont fait aussi que ben peut-être je me suis pas blessé, peut-être ben, j'ai été performant sur le terrain. Donc à force, même si on n'est pas superstitieux, on a quand même envie de respecter ces rituels. Et c'est vrai que oui, écouter la musique, oui, avoir des étirements bien précis à un moment précis, c'était important à mes yeux. Voilà, même des exercices de respiration, c'était enfin voilà, c'était être dans une bulle, pas forcément échanger qu'à à partir d'un moment enfin voilà, un temps précis avant le début du match. C'était pas forcément de la pression, mais j'avais besoin d'évacuer. J'avais quand même cette boule au ventre parce que on savait que des fois il y a des matchs à enjeu, que ce soit des matchs pour la montée, des matchs pour le titre. J'ai eu cette chance de connaître ça, donc enfin, qui pourrait dire qu'elle n'avait pas cette pression avant de rentrer sur le terrain, parce qu'on disait ben on joue aussi pour une ville, on joue pour un public, donc oui, non, des rituels j'en avais et ça pouvait commencer dès le matin du match, quoi. Donc à me dire bah tiens je reste dans ma bulle, je vais me promener, mais c'est des choses qu'on acquiert au fil des années et qu'on respecte après. Euh, inconsciemment, mais on le fait et c'était important et je l'aurais fait jusqu'au dernier match, voilà, mais bon, c'est sans savoir que c'était le dernier match.
Vous l'avez dit, le mental, il a eu un rôle déterminant tout au long de votre carrière, jeune joueur, joueur confirmé, amateur, professionnel. Ça a eu justement un impact tout au long de votre carrière. Et si vous avez justement un message à passer à l'ensemble des étudiants du SCUC et même au grand public, c'est quoi? Parce que finalement, une carrière de sportif, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Ah, c'est totalement les montagnes russes. Et justement, si on en vient, en tout cas mentalement, si on en revient à un critère, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui font que des fois on est démuni et la blessure, c'est comme ça. Et si malheureusement on arrête une carrière à cause de la blessure, ben, on a beau avoir du mental, on est assez fataliste. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je pense que, et je m'en suis aperçu par mon expérience personnelle et puis les expériences de mes coéquipiers par moment, et j'ai analysé sur tout ça, c'est que oui, le mental, ça fait partie vraiment des choses importantes pour y arriver, par la remise en question, se dire, bah tiens, pourquoi j'ai connu tel échec? Il faut, ça passe par le travail, ça passe par se dire, ben tiens, j'ai ces choses-là, enfin, en tout cas à l'entraînement, je l'ai pas fait correctement, ben le prochain entraînement, je m'appliquerai à le faire d'une meilleure manière. Donc non, c'est vrai que c'est peut-être bête, hein, mais je sais que moi c'est ça qui m'a permis d'y arriver, de me dire ok, on pense que je vais pas réussir, que j'ai pas les capacités d'y arriver, bah, je vais prouver le contraire. Et ça partait d'abord de ma tête, et après c'était le travail. Mais d'abord, si on n'a pas la conviction que nous personnellement on peut y arriver, même si on nous dit le contraire, bah, je pense que enfin, on est voué à l'échec. Donc, il faut d'abord croire en soi, croire qu'on en est capable. Peut-être que des fois on se trompe. Peut-être aussi il faut être réaliste par moment aussi sur ce qu'on fait de bien et de mal. C'est ce que j'ai essayé d'analyser au mieux aussi, de me dire bah tiens, peut-être que je m'égare, et c'est peut-être eux qui ont raison. Je suis peut-être pas au niveau, et après je me disais bah si, non, je vais travailler, je vais être au niveau. Et ça, je leur ai prouvé. Et c'est vrai que Henri Roy, il m'appelait aussi le Phénix, parce qu'à chaque fois, j'arrivais à leur prouver que ce qu'ils pouvaient penser 2 mois avant, mais 2 mois après, ils pensaient tout l'inverse, et jusqu'à en devenir capitaine, même en Pro D2. Donc, euh, donc non, non, c'est vrai que voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Jamais rien lâcher, travailler dur, se remettre en question, et se prouver à soi-même qu'on peut y arriver. Antoine, c'est sur ce message positif qu'on va se quitter. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation, Antoine. On vous souhaite à vous personnellement le meilleur, et puis aussi au club, parce qu'on sait que c'est pas forcément très très bien parti depuis début septembre. Mais on espère forcément que le club va se pérenniser encore un peu plus dans le championnat de Pro D2. Et puis encore une nouvelle fois, merci Antoine d'être parmi nous. Merci beaucoup, et oui, on le souhaite, on croise les doigts, et je suis convaincu qu'on va y arriver. L'appui de tout le monde, voilà, pour moi, je vois pas comment un club peut se relever. Je suis convaincu des forces qu'on a, les joueurs, les bénévoles, les supporters, bon, bref, tout le monde. Donc on va se relever pour nous, pour la ville avant tout, et voilà, on va y arriver. En tout cas, merci beaucoup à tous. On croise les doigts avec vous, Antoine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.